la lisière des chemins battus, là où la terre devient frontière, où le vent semble encore porter l'écho des pas anciens, se dresse une silhouette immobile. L'ancienne douane de Arbawa. Elle veille, silencieuse, patiente. Ces murs marqués par le temps ne dressent plus de barrières visibles. Pourtant, ils parlent. Ils racontent une époque où une simple ligne tracée sur une carte séparait les influences, où le Maroc se trouvait au cœur des rivalités coloniales, partagées entre les ambitions françaises et espagnoles. Érigée au début du XXe siècle, cette bâtisse ne se limitait pas à un simple poste de contrôle. Elle incarnait un lieu de passage où se croisaient marchandises et destins, où chaque traversée laissait une empreinte. Regard furtif, une attente suspendue, parfois une crainte muette. Situés à proximité du village d'Arbawa et de Ksar el-Kébir, à la frontière des zones d'influence française et espagnole, elle devint un point stratégique pour la régulation des échanges commerciaux et la surveillance des mouvements de résistance. Pendant des décennies, l'ancienne douane fut le théâtre d'innombrables histoires, de drames silencieux et de transactions commerciales. Caravanes de marchandises, voyageurs, commerçants y convergeaient, franchissant ce passage obligé où les taxes étaient perçues et les identités contrôlées. Aujourd'hui, les voix se sont tues. Le silence a pris leur place. Mais sous la poussière et la pierre, l'histoire demeure. L'ancienne douane de Arbawa n'est pas une ruine, c'est une mémoire debout. Au début du XXe siècle, le Maroc se tient au centre des convoitises. Terre ancienne, carrefour de routes et de civilisations, il attire les regards des puissances européennes. La France, l'Espagne s'y affrontent sans armes visibles, traçant des lignes invisibles qui redessinent le pays. Mars 1912. Le Maroc bascule dans une nouvelle ère. L'empire chérifien passe sous protectorat, ouvrant la voie à une profonde reconfiguration du territoire et des rapports de pouvoir. Sous l'impulsion du maréchal Hubert Lyautey, une administration moderne se met en place, portée par une vision coloniale, mêlant organisation, contrôle et transformation. Territoire coupé en deux, au centre, l'autorité française s'impose. Au nord, l'Espagne étend son influence jusqu'au rivage méditerranéen et aux montagnes du Rif. Entre ces deux zones, une frontière naît, administrative, politique, mais surtout humaine. Très vite, les premiers colons, souvent issus des élites, débarquent au Maroc, porteurs de projets économiques et d'une vision modernisatrice qui bouleverse les structures traditionnelles. Ils découvrent un pays majoritairement agricole, où la grande partie de la population vit en milieu rural, avec des systèmes d'irrigation encore peu développés et une mécanisation quasi inexistante. Ces nouveaux arrivants introduisent des techniques modernes, contribuant à augmenter les rendements agricoles. Mais cette transformation s'accompagne aussi d'un profond déséquilibre. Les terres les plus fertiles sont progressivement accaparées, écartant certains propriétaires marocains au rang d'ouvriers agricoles sur leurs propres terres. Dans les villes, la cohabitation entre les deux populations n'est pas non plus proportionnée.
Les principales communes sont divisées en deux. D'un côté, les médinas historiques. De l'autre, des quartiers modernes, planifiés, réservés aux Européens, redessinant durablement le paysage urbain. Entre continuité et rupture, ce moment d'histoire révèle les tensions, les adaptations et les transformations d'un pays à la croisée des mondes. Au long de cette ligne fragile, des postes de contrôle surgissent, des douanes, des seuils. Dans la région d'Arbawa, la géographie fait loi. Le lieu devient stratégique, surveillé, convoité. Ici, l'autorité coloniale s'incarne dans la pierre et la vigilance. Située sur l'axe vital de la route nationale 1, la douane s'impose comme un passage obligé. Marchands, voyageurs, caravanes chargées de marchandises y transitent, ralentis par les formalités, les contrôles, les taxes. Chaque passage est observé, chaque mouvement comptabilisé. Ces points de contrôle sont des instruments de pouvoir. Là où l'on régule les échanges, l'on affirme une domination. Là où l'on collecte l'impôt, l'on impose une présence. Arbawa devient ainsi un maillon essentiel d'un système colonial fondé sur la surveillance, le contrôle et la maîtrise des flux. Derrière les murs de la douane, le temps s'écoulait au rythme des arrivées et des départs. Les douaniers, figures discrètes mais incontournables, veillaient sur chaque chargement. Rien n'entrait, rien ne sortait sans être vu, pesé, vérifié. Marchandises déballées, examinées avec soin, confrontées aux déclarations officielles. À chaque produit correspondait une taxe, à chaque passage, une trace laissée sur le papier. Dans les registres épais, noms, chiffres et dates s'alignaient avec rigueur. L'encre fixait ce que le regard contrôlait. Chaque ligne inscrite devenait une preuve, un témoignage silencieux du commerce en mouvement, garantissant un suivi précis, une autorité incontestée. Au-delà des murs, les routes ne dormaient jamais vraiment. Pour les sécuriser, des patrouilles sillonnaient la région jour et nuit. Les douaniers collaboraient étroitement avec les forces militaires, scrutant l'horizon, anticipant les passages clandestins. Des postes de contrôle étaient dressés aux endroits clés, là où l'on pouvait intercepter ce qui échappait aux déclarations, ce qui circulait dans l'ombre. Les taxes prélevées sur les importations et les exportations alimentaient le cœur du système colonial. Elles représentaient une ressource essentielle, richesse tirée du passage, du contrôle et de la contrainte. Chaque transaction, méthodiquement enregistrée dans les registres officiels, participait à une mécanique implacable où la transparence affichée servait avant tout à asseoir le pouvoir. Sous le protectorat, la vie s'alourdissait de jour en jour. La pauvreté s'installait durablement, nourrie par des taxes écrasantes, un contrôle permanent. L'économie locale, déjà fragile, peinait à respirer. Les habitants vivaient sous le poids d'une autorité étrangère qui surveillait, taxait et réprimait. Dans la région, cette pression se faisait plus forte encore. Leur position stratégique en faisait des territoires sous haute vigilance. Autour des postes douaniers, la sécurité était renforcée, les patrouilles incessantes. Chaque mouvement était observé, chaque silence suspect. Toute tentative de contestation était étouffée sans ménagement. Mais cette oppression, loin de briser les esprits, faisait naître un feu intérieur. C'est là qu'émerge la figure d'Abdelkrim El-Khattabi, ancien fonctionnaire devenu chef de guerre. Refusant la domination coloniale, il fédère les tribus rifènes. En 1921, ses troupes infligent une défaite retentissante à l'armée espagnole lors de la célèbre bataille d'Anoual.
Cette victoire bouleverse l'équilibre colonial et fait d'Abdelkrim une figure internationale de la lutte anticoloniale. Peu à peu, une résistance locale prenait forme. Dans l'ombre des chemins, dans les campagnes et les quartiers, des hommes et des femmes s'organisaient. Paysans, commerçants, notables, tous unis par un même espoir, retrouver la liberté et rendre au Maroc sa souveraineté. Armés de leur courage et d'une connaissance intime du territoire, les résistants menaient des actions discrètes mais déterminées. Ils frappaient là où on les attendait le moins, puis disparaissaient dans les replis du paysage. La terre devenait leur allié, les sentiers leur refuge. La population locale jouait un rôle essentiel dans ce combat silencieux. Elle nourrissait, informait et protégeait. Les femmes, souvent dans l'ombre, assuraient la transmission des messages, soignaient les blessés, maintenaient le lien entre les groupes. Sans ce soutien, la résistance n'aurait pu survivre. Face à cette détermination grandissante, la répression s'intensifia. Arrestations, violences, villages punis collectivement. La peur était utilisée comme arme. Mais chaque coup porté renforçait la conviction que la liberté avait un prix et que ce prix valait d'être payé. Dans cette région marquée par la contrainte et le courage, l'histoire ne s'est pas écrite dans les coulisses, mais sur les routes, dans les champs et dans le silence des nuits partagées. Ici, la résistance n'était pas seulement un combat. C'était un acte de foi en l'avenir. Entre les collines silencieuses d'Arbawa et les plaines ouvertes de Ksar el-Kébir, la terre garde encore l'écho des pas de celles et ceux qui refusèrent de plier. Là où le vent soulève la poussière rouge, où les oliviers murmurent aux saisons, la résistance marocaine s'est enracinée dans la douleur, mais aussi dans une espérance farouche. Face à l'oppression coloniale, les habitants, malgré la faim, la peur et la répression, ont choisi la dignité. Leur lutte, humble et tenace, a nourri le grand fleuve du mouvement nationaliste qui finira par rompre les chaînes. Mars 1956. L'indépendance a été proclamée. Le Maroc retrouve son souffle. Des années d'exil, de lutte et de résistance, le peuple redécouvre son souverain, Mohamed V, figure emblématique de la lutte pour la liberté, entreprend un voyage historique aux côtés du prince Moulay El Hassan, le 10 avril 1956. Ils arrivent à Larache, ville marquée par le protectorat espagnol. La mer semble suspendue, comme témoin silencieux de l'instant. Les rues débordent d'une foule dense. Hommes en djellaba, femmes voilées, enfants hissés sur les épaules. Tous attendent. Lorsque le cortège royal apparaît, une onde traverse la foule. Ce n'est pas seulement un roi que l'on accueille, mais une part retrouvée de soi-même. Les cris fusent. Vive le roi!
Quelques mois plus tard, le souverain entame sa première visite, cette fois-ci à Arbawa, dans une atmosphère tout aussi chargée de sens. Le pays, à peine libéré du double protectorat français et espagnol, vibre d'une énergie nouvelle, faite d'espoir, de dignité retrouvée et de promesses à accomplir. Le sultan choisit de s'y rendre en train. Il pose un geste fort, emprunte la voix du peuple, avance à son rythme sur ses rails qui relient autant les territoires que les cœurs. À son arrivée, Mohamed V est accueilli par une foule immense, portée par la joie et la gratitude, témoignant de l'affection, du respect profond que lui porte la population. Le sultan prononce un discours émouvant, soulignant l'importance de l'unité nationale, de la solidarité pour reconstruire le pays. Ce voyage est aussi l'occasion pour le souverain de prendre le pouls de la région, de s'enquérir des besoins de la population, de réfléchir aux réformes à entreprendre pour améliorer les conditions de vie. Une reconnaissance silencieuse des sacrifices consentis, des luttes endurées et des rêves portés dans l'ombre. À travers ce voyage, Mohamed V affirme sa volonté de se rapprocher de ses sujets, d'aller à la rencontre des régions, de voir de ses propres yeux le Maroc réel, celui des campagnes, des villages et des hommes debout malgré l'épreuve. 2 ans plus tard, en 1958, Mohamed V entreprend un second voyage à Arbawa, toujours en train. Ce déplacement intervient dans un contexte où le Maroc, désormais indépendant, se trouve face au défi de la modernisation, de l'intégration des différentes régions du pays dans un projet national commun. Le retour du sultan symbolise la continuité de son engagement envers le peuple marocain, son désir de voir les fruits de l'indépendance bénéficier à tous, y compris dans les zones rurales et éloignées. Lors de ce voyage, Mohamed V réitère son message d'unité et de développement, appelant à la coopération entre les différentes composantes de la société marocaine pour bâtir un avenir prospère. Il met également l'accent sur l'importance de l'éducation, de l'infrastructure et de l'agriculture, des secteurs clés pour le développement de la région. Dans ces mots résonne une vision claire, celle d'un Maroc qui se construit par l'effort collectif et la confiance mutuelle. Ce retour, Mohamed V vient constater, écouter, mesurer le chemin parcouru et celui qu'il reste à tracer. Sa présence affirme une conviction profonde. Les fruits de l'indépendance ne sauraient être réservés aux grandes villes et aux centres de pouvoir, mais doivent irriguer chaque village, chaque campagne, chaque terre longtemps oubliée. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour lui redonner souffle et sens. Associations locales, historiens passionnés, des gardiens de la mémoire rêvent de restauration, de musées, de lieux d'interprétation où l'histoire du commerce régional, de la résistance, pourrait être racontée. Leur ambition est simple et profonde, transmettre. Faire de ce lieu non pas une ruine muette, mais un espace vivant, capable d'éveiller les consciences et de relier les générations. L'ancienne douane, devenue un symbole, n'est plus seulement un vestige de pierre, mais aussi un symbole de l'unité dans la diversité, de la mémoire partagée, des défis surmontés collectivement. Elle rappelle que la liberté n'est jamais donnée, mais conquise, souvent au prix du sacrifice. À la frontière de l'histoire et du présent, entre Arbawa et Ksar el-Kébir, elle continue d'inspirer, d'émerveiller. Elle éclaire le chemin de celles et ceux qui cherchent à comprendre d'où ils viennent pour mieux savoir où ils vont. L'histoire de l'ancienne douane de Arbawa est un chant du courage, un hommage aux résistants anonymes et une promesse silencieuse, celle de ne jamais oublier.